Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Dans un instant, on va recevoir nos invités du jour. On va commencer par M. Alexandre Buc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes plaignant à la Cour. Merci d'être avec nous. Isma Roguenet et Jacques Davila sont aussi là. Bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Et bien évidemment, notre ami Emmanuel est aussi là. Bonjour. Bonjour Dani. On va recevoir plus tard Roland Michel, président de l'association régionale des Cigales Caraïbes Amazonie. On va en parler avec lui de cet assaut importante. Plus tard, Jean-Claude Beaujour, depuis Paris, fera un petit phoning avec nous sur la situation dans nos territoires. On va recevoir aussi Grégory Titus, membre du conseil d'administration du syndicat agricole de coordination rurale, puisque hier, les jeunes agriculteurs étaient en mouvement. Ils nous ont expliqué pourquoi. Et puis, on va terminer avec Kémy Seba, qui est de passage en Guadeloupe, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. C'est intéressant au moment où, justement, au Sénégal, des choses assez bizarres se font. On va en parler. Les infos du jour, Iman News. Oui, bonjour. Au niveau de l'actualité, on va parler de nouvel échec des négociations au pôle logistique du CHU de la Guadeloupe. Les employés sont toujours en grève. On reviendra sur ce sujet, on parlera d'eau, puisqu'il y a un appel à mobilisation devant le SMG-EAG ce lundi 19 à partir de 7 h. On reviendra avec les chroniqueurs de l'eau en toute sauce sur ce sujet. On parlera aussi de la réunion des planteurs de Cannes qui veulent voir les maires et les députés concernant leur situation financière. On va démarrer avec ce nouvel échec justement des négociations au pôle logistique du CHU de la Guadeloupe. Donc une grève qui dure entre la direction et les grévistes affiliés à l'UTS-UGTG qui demande une évolution de carrière des personnels et notamment une application d'un accord qui remonte à 2015. On va voir un reportage de Charlie Dagoya. Toute semaine là, il travaille sur ce projet de fin de crise. Et au final, il y a été pour une négociation. On a constaté que la direction a refusé les négociations pour un certain nombre de monde pour entrer en salle là. Donc, il y a eu 3 personnes entrer en salle là, alors que dans pôle là, les différents services, il y a demandé qu'il y ait 2 représentants dans chaque service et 3 représentés à syndicat là. C'est-à-dire ni des gens qui effectivement qui rentrent depuis un certain nombre d'années et ils ne peuvent pas bouger dans celle yota, ils ne peuvent pas avancer. D'accord, grade yo pas avancer, yo bloqué. Il y a un protocole qui est signé depuis 2015 avec la direction générale et c'est ça nous commandé de mettre en application. Et malheureusement, hier, ils ont convoqué nous à 3 h de l'après-midi pour noter ça finalisé parce que nous passons vendredi en nous qu'à travailler ça. Ben là nous arrivons, nous avons constaté que madame là a imposé nous 3 personnes. Il besoin 3 personnes pour nous avancer. Nous ne pouvons pas avancer avec 3 personnes parce que chaque secteur, ni secteur blanchisserie qui est représenté en secteur cuisine, secteur administratif, secteur archives, secteur magasin. Alors, il faut tout le monde là pour que ça effectivement poser, pour nous, pas même poser, c'est finaliser le problème là, parce que c'était simplement pour finaliser, pour nous pointer, pour nous conclure. Mais on a senti qu'il y a une volonté manifeste de la part de la direction que nous pas arriver à bout à projet là ça. Il y a envenimer situation là, il y a fait traîner dans le temps. En qui but, nous pas savons. Directeur là dit dans les zones que le personnel n'a raison. Lui-même, il vrai qu'il y a un bordel, qu'il y a un malpropreté, que les gens qui étaient avant, les sont malpropretés là, qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas appliqué le protocole depuis 9 ans. D'accord? Alors, normalement, pas censé ni problème. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont rentrés en salle, c'est que ce soit qu'ils font tiger, ça sont problématiques. Mais nous sommes des grands mondes. Alors, parce que si la direction, ils ont une certaine maturité d'esprit, parce que maintenant, il faut une maturité aussi, une intelligence, une maturité, eh bien, on peut accepter que nous faisons une négociation et repasser normalement. Parce que normalement, là, nous avons raison, nous ne partons à rien. Donc, souhaitons que cette situation puisse trouver une issue favorable. On va venir sur l'appel à mobilisation citoyenne qui est lancé par les associations de défense des usagers qui vont mener justement une action, différentes actions les jours à venir concernant la crise d'eau qui concerne la Guadeloupe, les coupures intempestives, les contaminations récurrentes. L'eau est vraiment au centre des problématiques en Guadeloupe et cette situation alarmante nécessite une mobilisation. On va voir un reportage de Charlie Dagoya. Le problème, il est récurrent dans toute la Guadeloupe, puisque les canalisations sont usagées depuis ont à peu près les mêmes dates que moi, 70 ans et plus, et ce n'est pas réparé. Et c'est là le gros du problème.
les canalisations doivent être réparées et comme ça, on aura une bonne eau pour toute la Guadeloupe. Mais là, les canalisations ne sont pas réparées. Réparer des fuites, ça n'avance à rien. Tu répares une fuite là, le temps d'arriver avec la pression, juste à côté, il va péter. Donc, ça va servir à hack. Donc, Cap Excellence n'est pas au-dessus comment dirais-je, des problèmes. Il y a des secteurs, effectivement, à Cap Excellence, où ça passe un peu mieux. C'est-à-dire, moi, j'habite, ça s'appelle Marie-Claire Bois-Ripo. Donc, ils ont fait un réservoir sur Perrin il n'y a pas longtemps. Donc, c'est là que je suis alimentée. Donc, disons que j'ai un peu moins de problèmes que ma tante qui habite à Jaspar, à Beau-Soleil, Chazot. Beau-Soleil, Chazot, il reste des semaines sans eau. Et quand l'eau arrive, l'eau n'est pas bonne. Et puis, finalement, il n'y a personne de responsable. Mais nous, il faut adhérer et contester toute facture. Et l'association Adouel Capet signe des courriers de contestation de facture. Il faut contester ces factures-là, recommander accusé de réception. Parce qu'elle ne va pas avoir confiance. Et il est capable de dire, pas envoyer bon courrier, il va prendre l'argent quand même si content. C'est ça, on te dit, la DGFIP va des reprises. En 2020, 2021, DGFIP a écrit moi pour dire, en disant, moi, en litige avec SIAD. Et en litige, comme il avait SMGAEG. Et que le litige était pendant, ou pas rien dit moi. Et on dit, procédure à zone abusive, puisque moi, en litige avec SMGAEG. Donc, on a dit, mais payons, qui pas qu'à garder. C'est un monde qui peut faire payer son juge d'exécution. Normalement, c'est comme ça, la loi. Mais nous savons qu'on peut passer outre mesure à la loi. Et nous avons bien précisé, nous pas dit pas payer de l'eau, c'est pas que nous ne voulons pas payer de l'eau, nous c'est des payeurs, nous toujours payer de l'eau à nous. Par contre, dans telle situation où on a estimé que le rapport-là, contrat-là entre les adhérents et fermiers n'a pas respecté, donc c'est le moyen de pression nous, c'est de ne pas payer de l'eau. Nous avons précisé, pas payer de l'eau, mais il y a une façon de ne pas payer de l'eau. Il faut nous créer un litige. Créer un litige là, ça veut dire contester les factures, contester les machins pour une contestation, pour enfin nous régler le problème là, soit par un jugement ou alors soit dans la négociation. Nous avons créé les gens à Gaoulé, mais si les gens veulent continuer à payer de l'eau et boire de l'eau à caca, on peut gommer pour descendre la rivière. Mais si vous estimez que la compagnie a payé et que vous voulez révolter, bienvenue. Welcome. Ok, le rendez-vous est donc pris lundi 19. La situation ne cesse d'empirer, la raison pour laquelle, depuis quelques semaines, on fait défiler ici des personnalités liées à la question de l'eau. Il y a eu M. Malo, et puis Dominique Laban. Ce soir, aujourd'hui, nous recevons M. Buc. Alors, je vous interroge tout de suite. Qu'en est-il? Parce qu'il y a eu un recours qui a été fait depuis longtemps. Est-ce que les choses ont avancé? Les choses avancent. Donc, effectivement, le recours a eu lieu donc, au mois de février l'année dernière. Donc, le procureur a pris en compte donc, notre plainte. Donc, à la base, nous étions 5 plaignants. Nous avons été entendus. Donc, il a diligenté une enquête. Des enquêteurs sont venus nous interroger ici en Guadeloupe, donc au mois de juin. Donc le délai est comme relativement court. Et aujourd'hui, ça avance parce qu'on est 163 plaignants usagers de toute la Guadeloupe, aussi bien de la Basse-Terre que de la Grande-Terre. Et nous avons également donc, la Ligue des droits de l'homme qui s'est joint à notre plainte. Donc ça avance. Tout douce, mais ça avance. Qu'est-ce que vous espérez au fond? Ce que l'on veut, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à l'eau et à l'eau potable est un droit fondamental. Et que ce droit, aujourd'hui, malheureusement en Guadeloupe, on l'a vu dans votre reportage, est un droit qui est largement bafoué. Et on veut effectivement qu'aujourd'hui, il y ait des dispositifs qui soient mis en place pour pallier effectivement les différentes coupures que l'on peut avoir sur les différents secteurs, à la fois parce qu'il y a des coupures d'eau qui durent très longtemps. Ce matin, j'ai entendu sur Néron en Grande-Terre, ça fait 20 jours qu'ils n'ont pas d'eau. Donc c'est juste pas possible. Pareil sur du noyau gosier, des coupures répétitives. Et dans différentes sections, sur Sainte-Rose, il y a eu des soucis aussi. Dernièrement, on a surtout une eau dans laquelle on n'a pas du tout confiance, parce qu'on pense que l'eau, et on sait que l'eau est polluée. On a fait des analyses on est remonté 5 ans en arrière, et on sait que l'eau est polluée. Depuis qu'on a mis en place donc, le recours, il y a eu 7 alertes qui ont été mis en avant par l'ARS et puis par le SMGEAG pour dire qu'effectivement l'eau est polluée. Et là encore dernièrement sur le Moule et sur Petit Canal. Donc voilà. Donc on veut. Sainte-Rose. Et Sainte-Rose également. J'ai oublié Sainte-Rose également. Donc on veut faire évoluer les choses et on veut qu'effectivement les personnes qui soient responsables de cette situation soient également pénalement
puisse sanctionner. Voilà. Oui. Alors, Jacques, lundi, et aussi lundi, il y a une mobilisation. Oui, effectivement, Isma va en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il est membre d'un des collectifs qui est partie prenante et prégnante dans cette affaire. Bien sûr, nous soutenons tout mouvement contestataire et nous appelons tous les Guadeloupéens confrontés à nos réalités du domaine du service public de l'eau à rejoindre à la fois la plainte de notre collègue de la goutte d'eau, ainsi que la mobilisation que soutient notre ami et collègue Isma Ogueneb lundi devant le SMGAG. Hein, ce n'est qu'ensemble que nous allons y arriver. Alors, disons que le comité d'honneur Bastéo, pas crier, puisque c'est les organes du LKP qui font appel là. Mais, on appelle citoyen. Tout le monde en Guadeloupe, tout le monde de l'eau. Donc, tout le monde, nous commandons aussi, même si nous pas signataires à appel là, puisque nous pas dans les actions LKP, mais nous commandons tout le monde, tout adhérent, nous participer. Parce que les revendications que vous mettez là, c'est des revendications réelles. Par exemple, il y a lutter, par exemple, le fait que le monde pas ni de l'eau là pas bon, et c'est le plainte là c'est ça. Et de là pas bon. Et surtout, nous, qui arrivé, c'est que c'est les abus sur les factures. Souvent, on ne va pas voir ça. Il y a fait une menace, fait ATD, tout ça. Alors que, il n'y a pas qu'à boire au mot de l'eau. Alors que, il n'y a pas qu'à boire de l'eau en permanence, etc. Et pour le monsieur Buc, je pense qu'ils ont tout à fait raison. La plainte est fondée, mais bien fondée, hein, parce que la plainte porte sur le fait qu'il manque d'eau. Dans un service public de l'eau, il n'y a pas de tour d'eau. Hein. On nous annonce, vraiment, le fait d'annoncer des cours d'eau, des tours d'eau, ce sont gratuits soi-même. Ça n'existe pas. Pour une raison de force majeure, on peut arriver qu'il n'y ait pas d'eau, mais on ne peut pas avoir un calendrier de tour d'eau. Ce n'est pas un service public. Mais surtout sur la qualité de l'eau. Ça, c'est grave. Parce que il y a plusieurs jurisprudences. Hein. J'ai une jurisprudence là de 2015. Septembre 2015, où effectivement la Cour d'appel de Paris condamne les associations pour mauvaise qualité de l'eau fournie à des usagers. Et condamné, et il précise, parce que, vous voyez, la commission de clairs invisibles rappelle souvent aux distributeurs d'eau, vous avez un premier devoir de donner de l'eau de qualité aux usagers. C'est un service public d'eau potable. Ce n'est pas un service public d'eau, hein. L'eau que nous recevons doit être potable. Or, et la Cour d'appel dit, en effet, l'abonné est en droit d'exiger que l'eau de service public soit potable et propre aux divers usages auxquels elle est employée, ainsi que le rappelle la recommandation 85 de la Commission des clauses abusives. L'eau distribuée doit être... Donc, quand on porte une plainte, normalement, la plainte non seulement est recevable, mais le distributeur d'eau sera condamné. Il n'y a pas d'autre solution, il y a jurisprudence. Elle sera condamnée. Et ce qui est grave, encore qu'il y ait un sorte de je m'en foutisme en fait. On vous envoie de l'eau, etc. Oh, mais nous avons toutes les analyses de l'ARS. Souvent, l'ARS même, hein, je consulte en permanence les analyses de l'ARS, et vous voyez que l'eau est là, il y a des bactéries coliformes, il y a un trou de chlordécone, quand on aluminium, il ne compte même pas. Tout est en permanence, aluminium et excès de chlore. En permanence, il y a un excès de chlore dans l'eau, mais comme c'était normal. Donc je pense que la plainte est fondée et j'appelle aussi les usagers à rejoindre cette plainte-là pour si on peut encore rejoindre, est-ce que c'est toujours possible? Oui, tout à fait. Alors tout à fait, on peut encore rejoindre cette plainte. Donc aujourd'hui on est 163, on devrait être beaucoup plus nombreux. Et pour m'en dire un peu, mais c'est vrai que en fait nous on porte la plainte sur l'exposition d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure. Ah oui. Donc c'est comme des choses qui sont graves. Le délit spécifique attaché à la potabilité de l'eau. Et le troisième fondement, c'est la soumission d'autrui à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec les coupures d'eau, souvent les calendriers ne sont pas respectés en plus. Donc ça devient problématique. On voit de plus en plus dans les supermarchés, des personnes ressortir avec des caddies complets de packs d'eau. Donc ça a un coût également financier. Et aujourd'hui, ceux qui ont la chance d'avoir des citernes tampons, il suffit de regarder au fond de la citerne tampon, vous voyez, généralement, chez moi j'ai 2,5 cm de boue, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, et c'est important également de savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà eu un procès qui s'est fait à la Réunion, et donc il y a un plaignant qui a porté plainte contre l'opérateur d'eau à la Réunion et il a gagné. Donc c'est possible. Le temps est long, mais c'est possible. Donc il faut rejoindre la plainte. Même à l'ONU, visiblement. L'ONU aussi. Alors l'ONU a fait un rappel à la France sur ses droits et ses obligations en termes de distribution d'eau et de potabilité de l'eau. Et l'a exhorté à prendre toutes les dispositions
mettre des citernes, faire des distributions de packs d'eau, etc., pour pallier effectivement la problématique que l'on connaît malheureusement tous ici en Guadeloupe. Mais Jacques, je suis obligé d'admettre, de le dire une fois de plus, que le SMEG ne respecte rien du tout en matière de... Rien du tout. Le SMEG est obligé de se conduire comme ça parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour faire front, pour faire face, pour faire bloc. Si nous faisons bloc, comme disent nos amis de la goutte d'eau, chacun nous sommes une goutte, mais ensemble nous serons un océan. Donc à ce moment-là, ils seront bien obligés de respecter l'état de droit applicable dans notre société. Nous sommes dans un état de droit, c'est tout. C'est tout ce que nos amis de la goutte d'eau demandent, tout ce que Ismar et moi ne cessons de demander, que le droit soit appliqué. Il est opposable au tiers, c'est tout ce que nous demandons. Le problème n'est pas d'aimer M. Francisque ou son parti politique, on n'en a rien à faire. Nous entendons avoir de l'eau en quantité et en qualité. Ce pourquoi nous payons, c'est tout. Et pourquoi la manifestation à lundi est important? C'est qu'en fait, ces messieurs, ils ont une difficulté, pas à de l'eau. Il n'y a pas qu'à de l'eau, mais il y a saisi l'argent à mon, comprenons, et les plus malheureux. Donc, c'est normal qu'il y ait, c'est la fond appel pour aller à 7h du matin, lundi, il faut que tout le monde vienne. Tout le monde y paie, il faut y venir. Parce que tout le monde y peut le mettre en Guadeloupe. Donc, il ne faut pas regarder les autres, c'est une cinquantaine de personnes qui défendent nous, pas ça. Il faut bloquer SMGAG, il faut responsable SMGAG, recevoir les gens. Parce qu'il n'y a pas qu'à recevoir les individus, il n'y a pas qu'à les usagers, il n'y a pas qu'à répondre aux appels. Son bab, ou bien quand ils font un numéro, un répondeur, mais après ça, on pas de poursuite. Moi-même, en tant que membre de la commission de surveillance, j'ai crié pour un problème. Il y a un problème, il y a une facture qui est alors que il était signalé qu'il y a une fuite, etc. Il n'a pas fait rien. En criant, quand on tombe sur un répondeur, il ne peut pas parler de un il ne pas de poursuite. La situation est de plus en plus compliquée. Une précision. On a la chance effectivement d'avoir aujourd'hui Maître Daoud qui nous suit, qui est vraiment un expert dans son domaine et dans le droit de la santé. Aujourd'hui, pour la première fois, effectivement, cette enquête a été confiée au pôle environnement du parquet donc de Basse-Terre. Et si demain les plaignants, on a des volontaires qui veulent se porter plainte, c'est entièrement gratuit. Et c'est très simple. Il suffit juste de nous envoyer un mail à l'adresse recours-h2o@gmail.com. Il faut envoyer une pièce d'identité, une facture du SMEG et simplement faire un petit descriptif de ce que l'on connaît au quotidien sur les coupures, sur la qualité de l'eau, sur le fait qu'on n'a pas confiance dans l'eau que l'on boit au robinet et donc on va acheter, soit on a installé une citerne, soit on va au supermarché acheter des packs. Et voilà, et c'est un coût financier, il faut juste expliquer ça et on peut porter plainte, ça prend 5 minutes. Depuis que vous avez déposé ce recours, vous avez eu un contact avec le syndicat? Ils ont reçu? Aucun. Aucun? Aucun. Incroyable. Non, aucun. Non, il est bien évident. Ils ne savent pas mettre le dire, comme je ne cesse de le dire, en harmonie avec le faire. Ils vous disent des choses. L'autre jour, ils ont fait une réunion à Sainte-Anne. Nous avons démoli leur argumentaire qui ne tenait pas la route parce qu'ils veulent faire croire aux gens qu'on prend de l'eau à l'Espérance, point bas, qui est de l'eau chlordéconée, que l'on envoie monter et comme par l'opération du Saint-Esprit, elle va se potabiliser. Alors, comme s'ils diraient, ils avaient une baguette magique qui fait disparaître un Harry Potter de la chimie et de la biologie des eaux, qui fait disparaître le chlordécone de l'eau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y a des petits marins de nos compatriotes, il faut arrêter cette démagogie, qui croient qu'en prenant de l'eau agricole, qu'on allait distribuer ça à droite et à gauche. L'eau agricole n'est pas potable. Pas du tout. Elle n'est pas propre à la consommation. Elle est faite pour l'agriculture dans des proportions, dans des acceptations acceptées par les parties concernées. Il y a une chose qu'il faudrait dire, c'est que la plainte et la manifestation du 19, le lundi, sont complémentaires. Oui. Pourquoi? Parce que, quand même, nous avons un service qui s'occupe de près de 180 000 personnes. Mais ces gens-là, 1000 usagers, il y a plus de personnes en fait, abonnés. Or, ces gens-là ne montrent aucune perspective pour sortir dans les tours d'eau, etc. Non, il y a un problème. Alors, il n'y a pas de transparence, on ne voit pas comment on va évoluer. Alors, nous allons rester 10 ans, 20 ans comme ça. Parce que les SMG ne montrent pas, bon, voilà, nous avons une solution, d'ici peut-être 2-3 ans, nous allons sortir, nous allons amélioration. Non, on continue notre petit machin, les gens sont là, on subit. Non, c'est pourquoi il faut se révolter. J'aime bien le thème que LKP utilise avec les associations. Il faut se révolter et s'indigner et il faut porter plainte. Alors, outre la qualité de l'eau,
l'autre problématique, c'est l'assainissement. Là non plus, ça n'avance pas. Non, du tout. Alors, il est certain que dans les jours à venir, il semble que l'inspecteur général de l'environnement sera en poste à la fin du mois. Elle viendra en Guadeloupe et qu'il faudra bien que l'on mette le nez là-dedans parce qu'il faut restaurer cet environnement. Et celui qui est en charge de la mission, qui est l'Office de l'eau, n'a pas les moyens, étant donné que celui qui est en charge de recevoir les taxes a un conflit d'intérêt parce que M. Agjebodo est un salarié de l'Office de l'eau détaché au SMGAG. Donc il a un conflit d'intérêt parce qu'il fait du recouvrement sans avoir la mission dans sa mise à disposition. Il n'y a pas de convention entre le département de la Guadeloupe et l'Office de l'eau pour se faire par SMGAG interposé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la mission est quand même remplie, mais le reversement pour compte de tiers n'est pas fait. C'est du pénal, ça. Hein? Donc, il est certain que l'État est embarrassé avec cette espèce de mongolien qu'ils ont contribué même à créer, parce que l'État étant jugé parti, se retrouve membre de la 4e béquille du comité de pilotage. Donc, elle est jugée partie. Le président du Conseil général, qui est président de droit, qui est membre de droit de l'Office de l'eau, a bien validé la convention de mise à disposition. Et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas continuer dans une démarche abracadabrantesque, si je puis reprendre, feu le président Chirac. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il nous faut nous confronter à nos réalités. Nos réalités, pour l'instant, c'est de faire dire le droit et de contribuer en allant soutenir nos camarades lundi au SMGAG, de manière à ce qu'on puisse mettre de l'ordre dans la maison. Ça ne peut pas continuer. Oui, bien. Je me rends compte que la situation n'a pas beaucoup évolué depuis 1 an et demi pratiquement. Absolument pas, non, mais c'est à l'image de ceux que nos populations ont mis là. Oui. Donc il faut que nous assumons les conséquences de nos choix. C'est tout. Monsieur Buc, une dernière question. Quelle va être la prochaine étape ? La prochaine étape, on attend le retour donc, du parquet pour l'instant. Donc là, on n'a pas de visibilité à court terme, mais c'est pour ça qu'il est vraiment temps aujourd'hui. Plus on sera nombreux, et dans toutes les initiatives d'ailleurs, voilà, donc c'est vraiment d'être ensemble. Et plus on sera nombreux pour cette plainte, plus effectivement on pourra avoir de mettre pression entre guillemets sur le parquet pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Ce qui est sûr, c'est qu'on a été entendu longuement par les enquêteurs. Chacun des 5 plaignants d'origine ont été entendus pendant au moins 4 heures. Donc voilà, donc ça avance. Alors, pour les téléspectateurs qui ont posé la question, on a affiché l'adresse mail recours sh2o@gmail.com si vous voulez être parmi les plaignants, puisqu'il y en a déjà plus de 160, 163 exactement. Donc il faudrait des milliers encore, et pour donner plus de poids à cette plainte. Et donc on le dit, rendez-vous donc lundi 19 à partir de 7h. Devant le SMGAG, et on ne cesse d'inviter M. Francis Kissi Maïbaville. Il est très préoccupé, je suppose. J'imagine. Il n'y a pas que cette plainte-là, il y a d'autres plaintes administratives, d'autres plaintes pénales qui vont aboutir, parce que chaque délégation de service public, eau et assainissement, chaque problème en cours est un problème juridique en soi. Hein, donc ces dysfonctionnements, ces décohérences ne peuvent se perdurer. Hein, les Guadeloupéens vont se ressaisir. Nous l'espérons, nous le souhaitons pour nous-mêmes, ne serait-ce que pour tenir à notre propre estime. Oui, et pour notre santé aussi. Ben oui. Voilà. Il est 13h59. Voilà, c'est la fin de cette première partie du ZCL. On vous remercie, M. Buc, d'être venu. On va suivre le dossier, comme on dit. Jacques et Ismar, on vous retrouve prochainement avec un autre invité, j'espère. Oui, voilà. Oui, c'est prévu. Voilà. OK. Merci, bonne journée. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est déjà 13h06. Dans un instant, nous allons recevoir Roland Michel, président de l'Association régionale des cigales Caraïbes Amazonie. Bonjour. Bonjour, Yannick. Merci d'avoir fait le déplacement. Avant, on va partir au téléphone à Paris avec Jean-Claude Beaujour, qui est avocat. Je suppose qu'il m'entend. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Bonjour. Non, il ne m'entend pas. Je ne sais pas, il y a un petit souci. Il ne m'entend pas.
Oui, je ne vous entends pas. Ah, voilà. Merci, Monsieur Bonjour, d'être avec nous. Alors, on a souhaité vous avoir au téléphone parce qu'on voulait avoir un petit peu votre point de vue sur les enjeux de la question migratoire dans nos territoires. Alors, effectivement, le récent débat qui a eu lieu autour de Mayotte a donné lieu à un certain nombre d'interventions politiques avec en fond de discussion le débat sur la loi du sol ou la loi du sang. Oui. Il nous est apparu important de réagir parce que justement, nous, ultramarins, avons peut-être notre mot à dire sur ce sujet et éviter de nationaliser un débat qui nous semble important et qui nous semble préoccupant pour nous. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? On a eu l'occasion de dire que la question migratoire est importante dans le contexte particulier des Outre-mer, je pense au département, les Antilles peut-être, mais aussi beaucoup en ce qui concerne la Guyane et Mayotte. Contexte d'insularité, lorsqu'on parle d'un contexte d'insularité, ça veut dire tout d'abord que nous avons un territoire qui est petit, dans un contexte de chômage et de crise sociale qui est important. Et c'est vrai que la question migratoire ne doit pas être laissée exclusivement à la conception humaniste, mais elle doit faire preuve de réalisme. Oui. Quelles sont les difficultés que nous avons à affronter lorsqu'on est sur un petit territoire et qu'il y a une population importante qui arrive, et indépendamment de la nécessité pour ces populations de vivre et de fuir des situations dramatiques, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on prend le cas de Mayotte, par exemple, on sait que la moitié de la population de Mayotte est composée de populations étrangères. Alors ça peut paraître très peu, ça peut paraître dérisoire, mais lorsqu'on a sur un territoire un doublement de population, alors même que l'on n'a pas de structure pour pouvoir accueillir ces personnes, là, ça pose un problème. Lorsqu'on pense aux structures, j'ai en tête 2 ou 3 éléments qui sont fondamentaux dans notre système social. Tout d'abord, le logement. La moindre des choses, c'est d'avoir suffisamment de logements décents pour pouvoir accueillir les personnes qui viennent se réfugier sur le territoire. On connaît la situation du logement aux Antilles, à Mayotte, en Guyane, qui est dramatiquement défectueuse. On manque de logement social, on manque de capacité d'hébergement, premier exemple. Deuxièmement, la question de la santé. Si vous prenez l'hôpital de Mayotte, qui est le plus grand hôpital de France, la maternité de Mayotte est la plus grande de France, et à l'hôpital de Mayotte, par exemple, vous avez un taux d'occupation des lits qui est de 140% taux d'occupation dans des hôpitaux où il manque de tout. Donc on porte atteinte à la question du droit à la santé des Mahorais. Enfin, la question d'éducation que l'on connaît partout, y compris à la Guadeloupe, où lorsqu'on a une proportion importante d'enfants qui arrivent sans une maîtrise de la langue française, et bien me disent un certain nombre d'enseignants, de professeurs des écoles de Guadeloupe, de Martinique ou encore de Guyane, qui me disent nous ne sommes pas équipés, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir accueillir correctement, je dis bien correctement, ces enfants, et donc ça pose un réel problème. Cette absence de structure vient déstabiliser, indiscutablement vient déstabiliser un équilibre social qui est déjà très faible. Monsieur Bonjour, juste une question. Vous avez abordé ces problématiques avec les parlementaires de Guadeloupe, de Martinique, etc. Je vous entends mal, mais je disais, est-ce que vous avez pu aborder ces problématiques avec les parlementaires de nos régions? Non seulement avec les parlementaires, avec un certain nombre d'élus que je rencontre, mais aussi avec l'administration. Ça n'est pas une question qui est récente, oui, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez que déjà dans la loi programme de l'Outre-mer en 2004, Madame Brigitte Girardet avait déjà posé la question, donc ça c'est indépendamment oui, de la couleur gouvernementale, avait déjà posé la question en 2004 concernant Mayotte, mais pas seulement aussi pour la Guyane, et le sujet n'a jamais pu trouver de solution pérenne. Et c'est là le véritable problème que nous avons. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Puisque des Guadeloupéens vous écoutent, mais aussi en France, on vous écoute, sur cette question. Alors, vous savez, on parle de sorte migratoire, bien évidemment, d'enjeux migratoires, mais le problème pour la Guadeloupe, la Martinique, pas pour la Guyane,
ni pour la Réunion, c'est le vieillissement des populations. Alors, comment trouver une voie intermédiaire dans cette situation? Alors, il y a deux sujets. Le vieillissement, évidemment, pour la Guadeloupe, c'est plus le vieillissement de la population. Comment retenir, par exemple, nos jeunes sur le département? Oui. Retenir les jeunes, il faut une chose, pour être très simple, il faut de l'emploi. Et l'emploi, c'est l'attractivité régionale, c'est la capacité à créer des emplois, c'est la capacité à développer un certain nombre de filières, quelles qu'elles soient, de manière à ce que nos jeunes ne s'en aillent pas pour ne plus revenir. Alors qu'ils s'en aillent, c'est aussi une bonne chose d'aller chercher de l'expérience ailleurs, mais je pense et je reste convaincu que la solution, c'est de leur permettre de revenir, et de revenir pour occuper un emploi, parce qu'en général, un jeune ne revient pas s'il n'a pas un emploi à la clé. Alors, un certain nombre d'initiatives ont été initiées qui sont heureuses, par ailleurs, ont été initiées pour le retour au pays, mais on sait comment ça s'est soldé. Tout d'abord, le résultat est très mitigé, en dépit des bonnes volontés, parce que derrière, l'emploi ne suit pas. Et tous les jeunes que je rencontre là, pour le coup, dans l'Hexagone, me disent on veut bien retourner, mais à la condition d'avoir un emploi, à la condition de pouvoir être hébergé, à la condition de pouvoir vivre décemment dans son département d'origine. Alors, est-ce que vous avez rencontré les responsables de la DOM? Absolument. Mais je vais vous dire, les responsables de quelles que soient les organisations ont un certain nombre de préconisations. Mais les préconisations, en tout cas c'est l'expérience qui est la mienne, les préconisations ne valent que si le point central, et je pense que même les élus sont d'accord là-dessus, le point central qui est celui du débouché professionnel pour nos jeunes, puisque vous me parlez des jeunes, les débouchés professionnels ne permettent pas d'absorber la capacité de notre jeu, la capacité, le flot de jeunes qui pourraient et qui seraient candidats au retour. C'est le principal sujet que nous avons. Alors, une dernière question tout à fait personnelle. Quel est votre calendrier d'une prochaine visite en Guadeloupe, dans votre pays? Mon calendrier, je vais vous dire, il est à moins de 3 semaines, puisque je crois que le 10 mars, le 11 mars, je serai de nouveau à la Guadeloupe, puisque j'y viens assez souvent et donc je me fais sorte de rencontrer un certain nombre d'acteurs, non pas forcément des officiels, mais des gens qui parlent à cœur ouvert et qui me disent très franchement ce qu'ils pensent de la situation et des projets, puisque nous accompagnons, je suis membre fondateur d'Outre-mer Network, avec Daniel, mon ami Daniel Bierceau, où nous nous efforçons de mobiliser un maximum d'énergie, un maximum d'acteurs, non seulement pour attirer des entreprises qui peuvent se créer dans nos régions, mais aussi de faire en sorte que de jeunes ultramarins puissent voir leurs projets accompagnés sur le plan économique, accompagnés sur le plan des structures, et dans l'accompagnement, on pense au financement, notamment aux financements européens. Il y a un certain nombre de spécialistes de financement européen, mais parfois de fonds d'investissement qui sont prêts à, ici ou là, à regarder ce qu'on peut leur proposer comme projet pour pouvoir faciliter le développement économique de notre département. Bien. Ben écoutez, nous aurons plaisir à vous rencontrer quand vous viendrez en direct ici sur le plateau, d'autant plus qu'on a d'autres questions à vous poser sur les États-Unis, sur la situation aux États-Unis. Vous êtes membre de l'association, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On attend simplement que vous soyez en direct sur notre plateau en Guadeloupe. Écoutez, lorsque vous me réinviterez lors de mon prochain passage, je suis complètement disponible pour pouvoir venir partager les idées, mais aussi l'expérience terrain, et non pas intellectuelle ou politique, mais vraiment l'expérience terrain qui est la mienne. Bien, je vous remercie, monsieur Beaujour. À très bientôt en direct en Guadeloupe. On se tourne tout de suite vers Roland Michel, qui est venu, qui a fait le déplacement. Il est sorti, comme on dit, juste Bastin. Non, j'habite pas très loin. Ah, bah, c'est Bastin, encore bon. Mais sur le sud de la Guadeloupe. Sur le sud de la Guadeloupe. Alors, les cigales, alors, parlons-en un peu. Oui, les cigales, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque c'est très rare que ce soit les cigales qui prêtent aux fourmis. Mais oui, justement. Mais bon, ça a été un choix fait à l'époque au niveau hexagonal, puisque ce sont des clubs d'investissement pour une gestion alternative de l'épargne sociale et solidaire. Et en direction des TPE. Alors, ce sont des toutes petites structures. Un club cigale, ce sont des particuliers qui, tous les mois,
s'engagent à verser une épargne. Oui. C'est eux qui fixent le montant. C'est ce qu'on appelle avoir sous-sous. Alors, voilà, c'est l'équivalent, j'allais dire, c'est l'équivalent d'une tontine, sauf qu'elle ne va pas vers les propres membres, mais elle va en direction des petites entreprises du territoire dans lequel elles interviennent. Alors, concrètement, comment ça s'organise? C'est-à-dire que les gens cotisent et comment les entreprises peuvent, entre guillemets, bénéficier de ces sommes? Alors, effectivement, un particulier ne peut pas prêter à une entreprise. Oui. Il faut savoir ça, sauf si c'est un membre de la famille. Mais un club cigale, à partir du moment où des particuliers se regroupent, ils prennent une petite participation dans l'entreprise et leur complément, ils peuvent l'apporter en compte courant d'associés. D'accord. Voilà, alors c'est ça le principe général. Et un club cigale, c'est entre 8 et 15 personnes qui, tous les mois, versent une épargne. Ils fixent chacun le montant. Alors, le minimum syndical est de combien? Alors, chaque club fixe son montant. Chaque club fixe son montant. Nous, comme le premier club, on voulait quand même très vite rassembler une épargne. On a exigé que le minimum soit de 50 €. Il faut savoir que la moyenne de notre premier club, c'est 80 €, c'est-à-dire 3 fois plus que les clubs hexagonaux. Alors, quand le prêt se fait en direction d'une entreprise, quelles sont les modalités de ce prêt? On intervient en capital, une participation au maximum de 20% pour bien montrer à l'entreprise. Il faut que ce soit une SARL au moins. Il faut que ça soit une SAS ou une SARL. Enfin, c'est le choix qu'on a fait dans notre premier club. Parce que nous, on ne maîtrise pas très bien les entreprises individuelles ou les associations, mais tous les clubs peuvent s'organiser comme ils veulent. Nous, notre choix était de nous intéresser uniquement aux entreprises de type SARL ou SAS. Et ça effectivement, et en moyenne, tous les 3 mois, l'épargne qu'on a rassemblée, on intervient dans une entreprise pour un montant compris entre 4 et 6 000 € qu'on appelle de fonds propres. C'est-à-dire que ça crée ce qu'on appelle un effet levier. Avec 4 à 6 000 € de fonds propres, on devient crédible auprès des banques et ça permet de monter un projet autour de 50-70 000 €. Oui. Et les entreprises, les TPE adhèrent déjà à ce... Alors, nous avons mis 2 ans et demi avant de nous faire réellement connaître. La preuve, c'est que toi, tu ne nous connaissais pas si bien que ça. Mais je connaissais les fous, oui, mais pas les cigales. Aujourd'hui, notre premier club a financé 6 entreprises. Ah bon, quand même. Et nous avons aujourd'hui 4 dossiers que nous instruisons pour le premier club. En moyenne, un club, c'est 4 à 5 projets par an. Et au niveau hexagonal... Mais le club même, c'est une association? Non, ce n'est ni une association ni une entreprise. C'est un regroupement de particuliers en indivision. Ah bon? Il n'y a pas de statut particulier? Il y a un statut. Il y a non seulement un statut, mais on signe une convention d'indivision et on la dépose auprès du fisc pour être crédible, pour sécuriser les épargnants, pour qu'ils aient la preuve que l'argent... Comme dans les tontines dans le passé, le président ou le trésorier ne part pas avec les sous. Voilà. Et on a derrière, périodiquement, un contrôle national. Il m'a une question. Oui, justement. Et par rapport aux entreprises, comment vous les sélectionnez après? Alors, ce qui se passe, c'est que quand une entreprise vient nous voir, la première chose qu'on fait, c'est, bon, pour le moment, comme moi je connais très bien le domaine des très petites entreprises, je reçois la personne pendant 1 heure. Et ensuite, sous réserve que ça me paraît à peu près crédible, je la mets en contact avec un des membres qui, entre l'entreprise et le membre, on identifie, on creuse le projet pour vérifier qu'on va le présenter. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les grandes lignes de la façon d'intervenir, cette entreprise vient se présenter devant l'ensemble des membres. Ça dure 20 minutes. Ça dure 20 minutes. La vocation et de la solidarité, elle est vraiment d'aider une entreprise à démarrer dans de bonnes conditions. Et donc, une fois qu'on a réussi, si l'entreprise a réussi à convaincre les membres, on s'engage, nous, à verser une somme sur laquelle on s'est mis d'accord, et on s'engage à rester présent pendant 5 ans. Parce qu'on estime qu'au bout de 5 ans, l'entreprise, elle peut voler de ses propres ailes, et on se retire en n'ayant pas perdu notre argent si possible. Si on l'a perdu, c'est pas dramatique non plus. Ça veut dire que nos membres ont appris ce que c'est qu'une petite entreprise. Et parce que moi, j'ai la moitié de mes membres qui savent même pas ce que c'est qu'une petite entreprise. Et ils sont trop contents de faire de l'auto-formation comme ça. Et de toute manière... 5 ans, ça veut dire que chaque année, vous investissez ou bien c'est non, alors un club peut durer au maximum 10 ans. D'accord. Normalement, un club dure 5 ans. Il a le droit de renouveler une seule fois. Ça, ce sont les normes fiscales qui permettent ça. Et une fois que le club, après, il s'arrête. Alors, si certains membres veulent continuer, ils créent un nouveau club. Ils créent un nouveau club, mais bon... Non, on n'oblige pas les gens à rester trop longtemps. Par contre, quand un membre rentre dans un club, il s'engage à verser une épargne. C'est lui qui fixe son montant et il s'engage à le faire pendant 5 ans, tous les mois. Et il y a une déduction fiscale pour les membres? Alors, c'est vrai que...
chaque fois que je fais une présentation, j'allais dire souvent, c'est une question qui m'est posée. Et je leur explique, si votre logique est de rentrer dans un club cigale pour gagner de l'argent en défiscalisation, c'est pas là qu'il faut venir. Maintenant, on défiscalise. Maintenant, on défiscalise. Maintenant, il faut savoir que les montants sont tellement faibles que, parce que, je vais donner un exemple basique. Quand une entreprise, on lui accorde 5 000 €, souvent son capital est de 500 €. Le plus souvent, oui. Donc 500 €, 20% de 500 €, c'est 100 €. Oui. Donc on défiscalise 100 € par 12 membres. Donc je veux dire, ça ne va pas aller très très loin. Oui. Alors que les 4 500 autres euros, c'est pas défiscalisable. Mais il y a quand même un volume officiel à ne pas dépasser, une somme à ne pas dépasser. Alors, fiscalement, le plafond est de 450 € par mois, c'est-à-dire 5 000 € par an. Oui. C'est le plafond. Mais le club cigale peut rassembler combien de fonds? Alors, ça, c'est une question aussi intéressante. Nous, dans un premier temps, c'est vrai qu'on intervient tout seul sur un projet. Oui. Par exemple, au niveau hexagonal, ça arrive qu'ils aident des coopératives. Il y a les clubs de Bretagne, ils sont très, très attachés à soutenir les coopératives. Et souvent, une coopérative, tout de suite, elle a besoin de 200 000 €. Et là, ils ont une dizaine de clubs qui se regroupent. D'accord. Oui, nous, maintenant, on a le premier club doyen qu'on a créé, qui a maintenant 3 ans. Il a été créé où, le premier club? Il a été créé à Bémao. À Bémao, d'accord. Enfin, avec le deuxième club qui a été créé, c'est un club exclusivement de femmes. Ah. Alors, ça a été assez original parce qu'on était 16 membres. Il y avait 8 hommes, 8 femmes. Et parmi les 8 femmes, il y en a 3 qui m'ont dit, mais Roland, tu sais, les femmes ont un problème particulier qui mérite d'être étudié par les femmes. Oui. Je dis oui, mais enfin, il y a des mecs qui ne sont pas des abrutis quand même, mais elles ont insisté et elles ont créé un club de femmes. Oui, qui fonctionne bien. Alors qui, lui, n'est pas composé que de Guadeloupéennes. On l'appelle Femmes d'Outre-mer. Oui. Donc il y a là-dedans, je crois qu'elles sont 7. Il y a 3 Guadeloupéennes, 2 Martiniquaises et 2 qui sont dans l'Hexagone. Le troisième club a été un club créé à l'initiative de l'ANG. D'accord, quand même. Qui s'appelle Cigalange. On a un 4e club qu'on va créer à Basse-Terre le mois prochain. Oui. Et il y a un 5e club qui a été créé en décembre en Martinique. Alors si moi j'ai envie de créer un club. Oui, alors je viens t'aider à le créer. Oui. Parce qu'il faut créer la confiance entre les membres. Oui, bien sûr. Nous, par exemple, notre premier club, on estime qu'il faut qu'au moins 2 tiers des membres soient d'accord pour qu'on soutienne un projet. Oui. La moitié, ça ne suffit pas. Donc là, je vais te dire, Danick, tu regroupes au moins 6 personnes. Oui. Je viens physiquement vous expliquer comment créer un club, comment le faire marcher, et vous aider à obtenir l'agrément. Oui. Et après, ça roule. Bien. Ben écoute, on a un numéro de téléphone quand même pour les gens qui veulent te joindre. Alors, 06 90 51 41 30. 30. Bon, ben j'espère que le club de Basse-Terre va se créer rapidement. Ah ben normalement, tous les papiers sont remplis et je les présente à la demande d'agrément du 6 mars. Juste une dernière petite question avant de te quitter. Est-ce que ces clubs cigales font partie de ce qu'on appelle l'économie solidaire? Absolument. Oui. À 100%. D'accord. On intervient. Il y a des domaines dans lesquels on refuse d'intervenir. On ne va jamais soutenir, j'allais dire, une grande surface ou quelqu'un qui vend des armes ou de l'or. Non, on a des... voilà. OK. Bien. Non, Roland, merci en tout cas pour ces informations. J'ai appris quelque chose, Iman aussi. Alors il faut faire un petit peu plus de publicité pour les cigales, que les gens connaissent un petit peu davantage. Et quand le club de Basse-Terre sera créé, j'inviterai le président du prochain club de Basse-Terre à venir ici expliquer un peu. Je lui dirai. Qu'on soit heureux de le rencontrer. Voilà. Il est 13h25, deuxième pause. On va rencontrer tout à l'heure Grégory Typhus et on va terminer avec Kémy Seba, je crois qu'il est déjà là. À tout de suite. Voilà, il est déjà exactement 13h32. Je vous l'ai dit, on va recevoir Grégory Typhus, qui est membre du conseil d'administration
du syndicat agricole Coordination Rurale de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour à tous. On va parler avec vous tout à l'heure de ce qui se passe au niveau de l'actualité de l'agriculture. Mais avant, justement, il y a un sujet sur la réunion des planteurs. Oui, on va parler de cette réunion qui est prise avec les maires et députés concernant les planteurs qui ont manifesté, fait une opération escargot, distribué des flyers concernant le tarif de la canne à sucre. Ils demandent une réforme du modèle de fixation des prix. On va voir un reportage de Michel Héraclide. Nous devons à la salle maison de la paysannerie à Petit Canal, parking du stade de Petit Canal. Et bon matin là, nous à Ijari font une opération escargot et en même temps distribution de flyers qui ont bien passé très bien. Ça crée un bel effet médiatique au niveau embouteillage, tout ça, ces flics là, dans la rue là, qui regardé. Et donc là, nous retournons là, nous avons rendez-vous vers les 3 députés, vers les maires de Guadeloupe. Donc là, nous avons pour nous soumettre ces doléances-là. Comme nous avons déjà mais nous avons rabâché encore pour nous voir, quand ils peuvent faire avec nous ensemble, pour nous voir si nous pouvons sortir de caca là. On constate une certaine évolution. Nous nous rencontrons encore avec nous, les 4 députés, à Paris, les qualifiés qui est à Paris mais qui s'excuse, non seulement avec d'autres responsables politiques, mais aussi avec un comité d'experts, avec un rapport et qui nous sera remis avec des éléments précis sur notamment revoir le modèle économique de la production de la canne et plus particulièrement l'évaluation de la richesse saccharine qu'ils veulent mettre effectivement en stand-by pendant 3 ans pour savoir exactement comment est évaluée et est-ce que la canne qui est produite par les producteurs, eh bien en retour ils ont véritablement toute leur richesse et surtout avec les produits dérivés. Donc ça c'est une avancée qui est importante. Donc aujourd'hui nous, comme je le dis, nous n'avons pas directement pouvoir de décision parce qu'il y a quand même des élus représentants des agriculteurs. Il y a la Chambre d'agriculture, il y a aussi d'autres organismes ou les SICA qui représentent. Mais nous disons que notre démarche, c'est de faire en sorte et d'accompagner les producteurs de canne pour qu'ils aient un revenu qui soit digne et qui soit à la hauteur de leur production et qui soit à la hauteur aussi de leurs dépenses. Parce qu'il n'est pas question de percevoir moins de rémunération que de coûts de production. Donc toute la démarche, elle est là pour que nos producteurs de canne puissent vivre de leur travail, de leurs fruits et évidemment de bonnes conditions. Nous faisons une année blanche s'il est faux, mais c'est pour garder le pays savoir aussi que sans nous, pas ni lui. Parce que aujourd'hui, l'autre jeune ne peut pas entrer en canne encore. L'année passée, nous bien voir que ni des certains planteurs qui ont doué ou pirater l'argent. Donc, ils n'ont pas pu injecter l'argent pour payer, remettre l'exploitation à Yanger. Donc, moi, je dis là, c'est trop grave. Si nous ne pouvons pas commencer à mettre la main à la pâte là, c'est un pilier qui est menacé. Et autour de la canne, c'est toute ton économie à la Guadeloupe qui a disparu. Alors, merci pour ce reportage. Titus, vous étiez dans cette réunion. Globalement, on va où là? Parce que j'ai l'impression que la canne est presque en disparition là, si ça continue. Si les gens ne peuvent pas vivre de leurs revenus, de leur production. Après, effectivement, on y est, mais bon, nous, le constat qui est dressé aujourd'hui, c'est que techniquement, quand d'un côté, on a un industriel qui dit qu'il ne peut pas et qui ne gagne pas, et qu'un planteur dit qu'il ne gagne pas, c'est que c'est le modèle en lui-même qui ne correspond plus à la réalité des faits. C'est que, voilà, donc, pour un peu expliquer à tout le monde comment fonctionne un peu quand même la canne à sucre, donc vous avez au-dessus l'interprofession, Iguacan. Ensuite, vous avez 4 SICA en Guadeloupe, donc ça a été justement précisé dans le reportage, et vous avez ce qu'ils appellent les CUMA, qui gèrent tout ce qui est matériel agricole. La complexité qu'il y a aujourd'hui dans tout ce système, c'est que, d'une part, l'interprofession ne fait plus office de travail, parce qu'ils n'ont plus de corrélation déjà avec les planteurs, ni de discussion. Ils négocient assez souvent avec l'État sans même prendre en compte l'avis des planteurs, donc déjà ça c'est un problème. Les SICA n'exercent plus leur rôle, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a une ponction qui est faite à la tonne coupée au niveau de la coupe, qui revient en tout cas aux SICA. Les SICA sont composés d'experts qui sont censés justement avoir ce regard et aller vers justement les planteurs. La problématique aujourd'hui, c'est qu'ils ne font pas ce rôle-là. Il n'y a plus d'experts, il n'y a plus de passage sur les champs. Et chose qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la manifestation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un planteur en ayant aujourd'hui 4 hectares de canne, même en augmentant le prix, je pense qu'on peut tous le comprendre, ne peut pas vivre de cette activité. Parce qu'au-delà du prix, on a un problème de volume. Quelqu'un qui est installé sur des parcelles de 15 hectares
c'est une chose. Quelqu'un qui est installé sur une parcelle d'1, 2, 3, 4, 5 hectares, le revenu est insuffisant. Aujourd'hui augmenter sans cesse les tarifs, ne peut pas. Donc, c'est le modèle qui ne correspond plus. Il faut peut-être aussi envisager la polyculture. Il faut repenser autrement. Donc, nous, au niveau de l'ACR, on est en communication avec le collectif. On se bat parce que on pense qu'il y a eu, à un moment donné, une désertification et cet abandon global, mais pas que du côté de l'industriel et aussi, j'ai envie de dire, du côté de l'État. Il y a aussi eu un abandon des agriculteurs parce qu'ils avaient des difficultés financières, donc sur des parcelles qui ne sont pas entretenues. Je vous donne quelques chiffres aujourd'hui. En moyenne, beaucoup des exploitations produisent 40 tonnes par hectare de canne. Aujourd'hui, pour pouvoir être rentable, il faut en produire 80. D'accord. Donc, oui, il y a cette problématique de prix, mais il y a aussi une problématique en tout cas de production derrière. Oui. Et ça, quelle est j'ai envie de dire, quelle est la solution aujourd'hui? Parce que il va bien falloir trouver une solution. Faut-il, vous dites, changer de modèle économique ou bien c'est le modèle même de la production même qu'il faut changer, c'est-à-dire arrêter la canne et aller vers autre chose? Nous, on a proposé quelque chose et on va en ce sens en tout cas. C'est de bloquer, de geler les prix comme le collectif l'a demandé à 160 € la tonne pendant 3 ans, mais de l'autre côté aussi de demander une responsabilité des producteurs, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement de l'interprofessionnel, que les SICA retrouvent leur rôle. Au fonctionnement. Parce que, entre guillemets, encore une fois, quand un professionnel paye, à un moment donné, il paye à la tonne, il y a un service qui va derrière. Donc on demande aussi aux SICA de mettre en place des systèmes, ce pourquoi elles ont été définies. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une SICA est devenue un but commercial. Oui. Voilà, c'est qu'on vend, on connaît peut-être tous SICA Grand, enfin on vend, mais on n'exerce pas ce qui devait être au départ, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement de professionnalisation de la filière. Parce qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui arrivent sur le marché qui n'ont pas forcément cette expertise de la canne, et les SICA ont été mises en place pour ça, sauf qu'elles n'exercent pas ce rôle aujourd'hui. Que dit l'État sur cette question? L'État aujourd'hui, c'est assez compliqué, parce que pour petit rappel, parce que c'est vrai que c'est pas forcément dit, mais aujourd'hui, l'État subventionne à 80% la filière cagnard. Oui. Donc quand on vous subventionne quasiment à hauteur de 100%, aujourd'hui, nos revendications ne vont pas... Pour le coup, en fait, on peut guère reprocher des choses à l'État, parce que jusqu'à maintenant, il paye, il subventionne à 80%. Là, aujourd'hui, les demandes qui sont faites sont plus liées à l'industriel, au SICA et à l'Interpro. Alors justement, l'industriel, vous l'avez rencontré, l'industriel qu'on donne les négociations? C'est en cours. C'est en cours. Bon, alors il y a une manifestation hier. C'est la prochaine étape. Oui, ça veut dire que ça va se justifier? Écoutez, nous, après, nous, on a un rôle d'accompagnement aujourd'hui des planteurs. On ne fait pas partie du collectif, donc après, j'ai pas de processus de décision de savoir qu'est-ce que le collectif va décider ou pas dans l'avenir. Nous, on ne souhaite pas qu'il y ait de retard au départ, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'année dernière, il y a eu des moratoires, donc il y a eu ils ont dû signer des reconnaissances de dette. Pourquoi? Parce que la récolte ayant démarré beaucoup plus tard, on est tombé au moment des pluies. Donc automatiquement, on a raté le premier mois de carême où la richesse est la plus haute. Parce que l'année dernière, au-delà du tonnage, il faut quand même comprendre qu'il y a différents paliers de rémunération sur la canne à sucre. Donc, sur la convention qui est signée actuellement, vous êtes à 109 € à 9 de richesse. Donc automatiquement, quand vous avez une moyenne de 7 de richesse l'année dernière, les revenus des planteurs baissent. Et il faut bien comprendre pour la population au-delà de l'industriel que quand on produit automatiquement 109 € sur un hectare, je prends l'exemple, si on produit 109 € dans la convention actuelle à 9 de richesse, qu'on produit 80 tonnes par hectare et quand on produit uniquement 40, on voit aussi le déficit qu'il y a derrière. Le revenu donc aujourd'hui, on doit accompagner aussi les producteurs, puisque tant qu'ils n'augmenteront pas leur production à l'hectare, ils seront toujours confrontés, puisque l'année prochaine, on se dira qu'il en faut 180, parce que là, on est descendu à 30. Donc c'est mécanique. Alors, Grégory Titus, une dernière question. Dans 10 jours, il y aura le Salon de l'agriculture en France. Je crois que ça va, comme d'habitude, la Chambre de l'agriculture va se mobiliser, emmener les agriculteurs. Qu'est-ce que les agriculteurs guadeloupéens gagnent en allant à ce salon en France? Beaucoup, image. Parce que nous, on accompagne notamment l'association BTSG, Bouquet Territoire Sud Basse-Terre. Donc on sera avec eux justement au salon. Donc on valorise les produits, donc l'ananas. Ils partent aussi avec des bananes, avec des fleurs. Donc on valorise aussi l'image, le label.
entre guillemets, parce que je pense que la Guadeloupe aujourd'hui, les Guadeloupéens sont limite aussi devenus un label, donc c'est super intéressant de pouvoir valoriser nos terroirs et puis de ramener notre culture. Alors, je vous pose la question que j'ai posée la semaine dernière à M. Céline. L'agriculture guadeloupéenne a un avenir? Oui, elle en a une. Oui, parce qu'on dit que les jeunes ne veulent plus exercer cette profession. Bah, un jeune déjà, je pense que déjà, ça part de la culture même, c'est pas uniquement la Guadeloupe. Oui. Je pense que beaucoup d'agriculteurs, pères et mères, quand ils avaient des enfants, assez souvent, qu'est-ce qu'ils leur disaient dans leur putain de chercher autre chose. Va faire médecin, va être avocat. Donc automatiquement, déjà, il y a déjà ce problème de renouvellement, puisque les familles même n'ont pas forcément et d'eux. Il y a un avenir quand la Chambre d'agriculture aussi exercera son rôle. Parce que par exemple, la Chambre d'agriculture. Bientôt. Je vous donne juste un chiffre comme ça. La Chambre d'agriculture aujourd'hui gère les GFA. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez aucun contrôle sur les GFA. On vous dit qu'il n'y a pas de terrain, mais en même temps, il y a des terrains qui sont en friche. Oui. Il y a 9 millions d'endettements sur les terrains GFA, donc des personnes qui ne payent pas et pourtant ils sont encore sur les terrains. Donc tous ces trucs-là. Je vous donne un dernier exemple. L'année dernière, la SAFER, via les commissions SAFER, donc c'est pas lié à la SAFER en tout cas, mais surtout à la Chambre, on a installé uniquement 10 jeunes. Et pourtant, il y a des appels à candidature tous les 3 mois. Oui. Donc quand on installe uniquement 10 jeunes et qu'en même temps, voilà, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir que vous reveniez dans quelques temps, quand les négociations vont avancer, ça va un petit peu. À votre retour, vous irez à Paris au salon. À votre retour du salon, on sera content de vous revoir. Pas de souci, merci. Dernière partie du ZCL, les 13h43, on reçoit Kémy Seba, bonjour. Bonjour, cher frère. Deuxième fois qu'il vient dans notre émission. Merci, et pas la deuxième fois qu'il vient en Guadeloupe, c'est la 3e fois, je crois. Est-ce que c'est pas même la 4e fois? La 4e. Bien, alors, Kémy, juste une première question. Bon, on ne va pas parler tout de suite du panafricanisme. Au Sénégal, ça va se gâter ou bien ça va s'arranger? Moi, je pense que c'est gâté depuis qu'il y a eu une pseudo-indépendance qui n'en a jamais été une en réalité, et que l'élite française n'a jamais enlevé ses mains de ce pays. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une putréfaction d'un système colonial qui est logiquement... Néocolonial même. Oui, colonial et néocolonial qui est en voie de disparition, pour la simple et unique raison que la population arrive au bout de son seuil de tolérance. Et le simple fait que le Conseil constitutionnel ait décidé d'aller contre l'avis de Macky Sall prouve qu'aujourd'hui on est sur une cocotte minute qui n'est pas que sénégalaise. Le Sénégal est une partie d'un ensemble beaucoup plus grand. La Côte d'Ivoire aussi va être impactée un jour ou l'autre. Le Bénin aussi. Le Bénin aussi. Oui. Donc ça veut dire que l'Afrique est en train d'exploser ou de bouger. Comment on peut qualifier ça? L'Afrique est en train de se réveiller, on y travaille depuis. Je pense qu'on a fait un travail avec quelques autres d'ingénierie sociale depuis de nombreuses années. Au départ, les gens riaient. Aujourd'hui, nos adversaires s'inquiètent parce qu'ils voient que notre message commence à prendre corps dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup de gens. Il y a quelques années, on était persécutés par certains dirigeants qui étaient les marionnettes du gouvernement français. Aujourd'hui, on est reçu avec les honneurs par ceux qui ont remplacé ces marionnettes. Donc il y a quelque chose qui se passe. Mali, Burkina, Niger. Et comme je vous le dis, il y a d'autres pays qui vont rejoindre, on y travaille fortement. Il y a d'autres pays qui vont rejoindre cette dynamique-là. Ça veut dire que là, c'est là où va disparaître nos jours. Je pense qu'elle envoie, tôt ou tard, elle va disparaître, elle envoie de disparition et que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, va remplacer cette structure régionale mortifère. Alors, autre chose, il y a un combat que vous menez depuis longtemps, c'était contre le franc CFA. Où sommes-nous? Écoutez, le franc CFA, on a quand même obtenu des victoires symboliques, j'entends, mais concrètes, puisqu'on avait demandé à ce que comment dirais-je, les représentants de la Banque de France, du Trésor français, ne soient pas admis à l'intérieur des réunions de nos banques centrales en Afrique de l'Ouest. On a réussi à obtenir satisfaction dessus. On avait demandé à ce qu'il y ait une fermeture des comptes d'opération. Ça nous a coûté la prison, ça m'a coûté les expulsions et un certain nombre d'autres mesures coercitives sur lesquelles je ne vais pas revenir en termes de victimisation, ça ne m'intéresse pas. Mais on a obtenu cela. Mais Emmanuel Macron, parce que la bête ne s'avoue jamais vaincue, a essayé de faire ce que l'on appelle un piratage industriel en volant le nom d'un projet qui datait des années 80, qui s'appelait la monnaie ECO, qui devait être une monnaie à taux de change flexible arrimée à un panier à devises. Macron, sentant qu'il était en train de perdre pied, a fait semblant d'écouter nos revendications en enlevant donc le compte d'opération et en fermant la porte à certains représentants français du Trésor français à l'intérieur de nos banques centrales, mais il a laissé le taux de change fixe arrimé à l'euro. Or, le problème, c'est que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela anéantit tout processus de compétitivité et la balance commerciale d'ailleurs des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Donc lui, il veut élargir sous le nom d'ECO en réalité le franc CFA et son taux de change fixe
à toute l'Afrique de l'Ouest et plus simplement à l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc c'est une grosse bataille. Et dans le même temps, parallèlement, nous sommes en train de pousser pour qu'au sein de l'AES, et le général Tiani, un grand frère et un ami, le président du Niger, l'a dit récemment, et c'était un secret de polichinelle, il y a aujourd'hui la volonté de créer une autre monnaie que le franc CFA au sein des pays de l'Alliance du Sahel, des États du Sahel. Il y a un accord là-dessus déjà? Il y a un accord, et il y a des experts, des gens comme Amadou Koulibaly et beaucoup d'autres qui sont réunis sur ces questions techniques. Et nous, notre rôle, c'est faire ce qu'on a toujours fait, c'est rendre populaire le message et être capable d'éduquer les masses sur ces questions. On est en train d'y réussir. Alors vous êtes en Guadeloupe quand même, on va parler un petit peu de but. Votre séjour ici, puisque ce soir vous avez une conférence à Sainte-Anne. Tout à fait. Quel va être en gros, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais quel va être en gros le discours que vous allez tenir, le langage aux Guadeloupéens qui seront ce soir à Sainte-Anne? Le discours que je tiens partout où notre peuple est installé et partout où notre peuple est confronté à diverses formes de colonialité. Parce que je pense que ce serait briser un secret de polichinelle que de dire que quand je vais en Guadeloupe, et que je vois mon peuple, mes frères et mes sœurs que j'aime en perdre la raison, ils le savent. Je vois les conditions dans lesquelles nous vivons. Je suis né en France, donc je sais aussi dans d'autres départements français comment ça se passe. Il est évident que les disparités qui sont présentes entre la Guadeloupe et le territoire français ne sont pas dues à un simple hasard. Il y a un processus colonial qui est présent, qui s'additionne à une société qui a pratiqué l'esclavage, qui la pratique sous une autre forme aujourd'hui beaucoup plus subtile. Et par rapport à ces situations-là, comme on le fait quand on va en Amérique du Sud, comme on le fait quand on va en Afrique ou ailleurs, on donne des clés de réflexion pour contribuer à l'amélioration de l'organisation de nos populations face au système qui les asphyxie et leur fait perdre du temps sur un certain nombre de points. Alors, il y a une autre question, c'est la question du panafricanisme. Vous êtes un militant du panafricanisme depuis X années, depuis l'époque où vous étiez en France. Est-ce que ça avance en Afrique même? Je pense qu'on a déjà répondu à la question à travers les questions du début de l'émission. C'est-à-dire que le changement géopolitique qui s'opère en Afrique de l'Ouest, même nos adversaires, je crois qu'il y avait un rapport de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui expliquait les raisons, qui est l'un des meilleurs instituts de France en sciences politiques, qui expliquait les raisons de la montée du sentiment qu'ils appellent anti-français. C'est pas anti-français, c'est anti-politique française en Afrique. Les Français, de manière générale, ne sont pas notre problème, c'est l'oligarchie française le problème. Et il disait que des gens comme Kémy Séba, comme d'autres, Franklin Nyamsi, Nathalie Yamb, sont les figures qui contribuent massivement à éduquer les populations et les orienter vers un discours qu'ils estiment être anti-français, que nous on dit être un discours anticolonialiste. Donc il y a la restructuration, l'alliance des États du Sahel, c'est le fruit d'un travail que nous et d'autres on a effectué, d'accord? C'est un travail collectif et c'est ce que l'on appelle la métapolitique. Gramsci parlait de la bataille culturelle qui permettait par la suite d'arriver sur le terrain de la bataille politique. Il faut conquérir les esprits avant que ceux-ci puissent s'activer pour changer leur quotidien et changer le destin de leur communauté. Et c'est ce qu'on fait. Vous avez parlé de la lutte contre le franc CFA, ça faisait partie des différents axiomes de réflexion sur ce terrain. La lutte contre les bases militaires aussi, la lutte contre la corruption de nos élites, parce que je dis toujours qu'il est très facile de tirer sur la politique néocoloniale française, mais si on le fait sans s'attaquer aussi aux élites africaines corrompues, c'est de la lâcheté, de l'hypocrisie. Parce qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et on a des dirigeants qui sont parmi les plus corrompus de la planète, qui se réjouissent qu'on leur laisse des bacs chiches en échange du pillage de nos ressources. Et il y a une nouvelle génération, et on est en première ligne au sein de cette génération en Afrique francophone, pour dire qu'on arrive à la fin du film, et qu'aujourd'hui on veut tourner et ouvrir une nouvelle page. Et quand je vais en Guadeloupe, quand je vais en Guyane, quand je vais, comme on était il y a quelques mois en Colombie, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, on était au Venezuela, voir les populations afro-diasporiques, c'est le message qui est toujours le même, un message d'organisation de nos communautés. Il y a une logique d'ostracisme, et je dis toujours que de l'ostracisation d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Je ne fais pas partie des gens qui pleurent, chlordécone, violence sociale, pillage social, asphyxie sociale, on le sait. Mais je pense que la seule clé à tout cela, c'est l'organisation communautaire, c'est l'amour entre nous, et c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes de fond, on ne pourra pas avancer. J'ai une grosse pensée aussi pour le frère O'Neill des grands frères, ce problème perdure. Et j'en parlerai lors du meeting, mais on ne peut pas parler au XXIe siècle d'une société qui serait une société libre
société au sein de laquelle on est capable d'arrêter nos frères, les salir, les discriminer, les asphyxier, les incarcérer, comme si la plantation n'avait jamais quitté en réalité les lieux. C'est quelque chose qui pose problème. Un petit mot sur un pays que vous connaissez bien, le Bénin, et son président en ce moment. Sournois, pilleur, prédateur économique. Vous savez qu'il était en Martinique récemment. Oui, il était mes collaborateurs, mes frères et sœurs et mes amis ont contribué à l'accueillir avec la force qui était nécessaire. Patrice Talon est le symbole de ce que Frantz Fanon disait, que du passage de la colonisation à la néocolonisation, ce serait le passage de colons qui étaient blancs au départ, ils le sont toujours mais ils sont un peu plus loin, et qui auraient maintenant, ça c'est moi qui le dis, un concubinage incestueux avec des colons noirs. Patrice Talon est un prédateur économique qui a concentré et qui pille toutes les ressources de l'État. Notre État n'est pas extrêmement riche, mais il y a quand même quelques ressources. C'est comme un homme qui voit 10 fruits, il y a un homme et il y a 9 autres hommes qui sont là. Un homme vole 9 fruits sur 10 et laisse le 10e fruit pour les 9 autres qui doivent se partager. Et il dit qu'il est riche et que les autres sont pauvres. Non, c'est pas qu'il est riche, c'est un pilleur. Patrice Talon est un pilleur. Et c'est un pilleur noir qui s'associe au pilleur blanc. C'est pour ça qu'on le voit allègrement festoyer avec certains béquets. Je ne vais pas en dire trop pour ne pas poser de problème à qui que ce soit ici, mais vous savez ce que je pense. Je ne change pas selon les latitudes. Une dernière chose, en ce qui concerne les pays anglophones, comme le Ghana, comme le Nigeria, est-ce que l'idée du panafricanisme, puisqu'on sait bien qu'au Ghana, c'est né au Ghana, est-ce que ça avance? C'est né dans la diaspora, au sein des Caraïbes. Aussi. On ne le dit pas assez. C'est né d'abord dans les Caraïbes, dans la diaspora, et ça a reflué après sur le continent. Et c'est vrai que ça a pris racine et beaucoup plus d'impact, ce qui est normal. C'est le continent noir sur le continent. Mais il faut toujours rendre hommage. C'est pour ça que je dis toujours que mon lien aux Caraïbes, il est imbrisable, il est incassable, parce que l'idéologie de la révolution de notre peuple vient des Caraïbes. Et même si notre peuple au sein des Caraïbes parfois l'oublie, il faut qu'il sache que cette partie de notre peuple est une partie sacrée pour nous. C'est une partie qui a été confrontée à la bestialité, à la barbarie économique, politique de manière générale, qui a su résister, qui a fait preuve de résilience et qui tient encore aujourd'hui. Avant, juste si vous permettez de répondre, je sais que le temps presse sur les pays anglophones, je veux juste rebondir un tout petit peu sur Patrice Talon en vous disant que non seulement c'est un pilleur social, non seulement c'est un des plus grands pions du gouvernement français aujourd'hui en Afrique francophone. On a vu son agressivité pour essayer d'humilier le pays frère du Niger. On s'est activé, je me suis activé avec mon organisation et d'autres membres de la société civile pour le confronter, pour nous opposer à lui. On a réussi à faire monter l'opinion publique contre lui. Je le dis et je le répète face caméra, parce que je sais que tout ce qu'on dit est... Vous êtes venu en France alors, donc en France le message passera. Et même en Afrique, on nous voit aussi. Et puis de toute façon, ça sera mis sur les réseaux sociaux, donc ça sera vu. Je dis au président Patrice Talon que nous sommes ses adversaires et qu'il ne faut pas qu'il pense que parce qu'il a les milliards de CFA, qu'il a les millions d'euros, cela lui donne le droit de vie ou de mort sur notre population. Notre pays, c'est le pays de Béhanzin, c'est le pays des Agodjé. On parle du film Woman King, les gens parlent de Wakanda, Black Panther. Le Wakanda réel, c'était la résistance et c'était le combat au sein du Dahomey auparavant. Et le Dahomey redeviendra le Dahomey. Et Patrice Talon, s'il est le pion de la France, il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui sont les agents des ancêtres et qui se battront pour ces derniers jusqu'au bout. J'en fais partie. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce dernier. Le petit mot sur les pays anglophones. Donc les pays anglophones, la situation est complexe parce qu'en effet, sous Kwame Nkrumah, sous Jerry Rawlings, paix à son âme, le Ghana a rayonné dans le cadre du panafricanisme. Malheureusement, on a aujourd'hui à la tête de ce pays quelqu'un qui a fait croire qu'il était un garant du panafricanisme, alors que c'est un agent du néolibéralisme économique et sociétal, qui est Nana Akufo-Addo, qui est un très grand pion de l'élite occidentale. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis interdit de territoire au Ghana, puisque M. Nana Akufo-Addo fait partie des gens qui écoutent beaucoup ce que les États-Unis leur disent. Et comme les États-Unis disent que je suis apparemment une menace grave de trouble à l'ordre public, c'est intéressant que apparemment leur influence s'étend jusque dans un pays qui était pourtant censé être un pays souverain. On se retrouve avec des pays qui culturellement sont avancés sur le panafricanisme et qui politiquement sont aujourd'hui en train de devenir des néocolonies des États-Unis. Et le Nigeria, bon, on a à la tête du pays quelqu'un qui était un ancien grand dealer qui a fait fortune dedans d'ailleurs, et entre autres Tinubu, qui a énormément de dossiers que la CIA a à son sujet, et qui donc, si la CIA ou si le gouvernement américain dit gauche, il va dire gauche avant même que les Américains et les dirigeants américains aient fini leur phrase. Vous avez le salut des membres du CIPN, le Comité international du peuple noir, qui viennent m'envoyer un petit texte. Vous les saluez chaleureusement de ma part, vous leur dites que je les aime profondément et qu'on est ensemble. Ce soir, donc, Sal Johnson à Sainte-Anne, qui est ici en direct. Un des petits mots sur le proverbe du jour, très rapidement.
Kémy ne parle pas encore le créole. Mais je commence à le comprendre. Bon, alors ça, c'est tout GCG, mais casse petit bras, en fait, ça m'a pas. C'est la méchanceté, les jeux à éviter sur le proverbe du jour. Et c'est même pas traduisible en français, tellement c'est fondamentalement guadeloupéen, ça. C'est fondamentalement fort, c'est magnifique. Il faut pas... Ça dit aussi, il faut l'autre traduire en français, ça devrait faire des plaisanteries. Ça a un coût, et prendre une baguette et l'introduire dans le cul d'un macaque, c'est plus une plaisanterie. C'est poétique. Voilà. Et le focus du jour, très rapidement, sur Gilles Fleureau. Gilles Fleureau est un chanteur, auteur, compositeur guadeloupéen né à Saint-Claude. Son talent de pianiste lui permet d'intégrer différents groupes caribéens, on le connaît bien, tels les Aiglons, Pacala, les Vikings, etc. Il devient vers les années 80 l'un des musiciens les plus sollicités. En 86, il enregistre son premier disque en solo et atteint la notoriété avec Rêve Bleu, à pas parole en l'air, on se souvient, et enchaînera des albums à succès. Gilles Fleureau décède le 22 juin 1999 à l'âge de 35 ans, avec 8 albums à son actif, dont le dernier au titre prédestiné, ça s'appelait Sans prévenir, il est mort sans prévenir. Son album posthume intitulé Désolé sort quelques mois après. Est-ce qu'on a le temps d'écouter un petit extrait de Caramel, rapidement, très rapidement? Rapidement le fil de l'actu avec Iman News. Oui, au niveau des infos du jour, on a parlé du nouvel échec des négociations au pôle logistique du CHU. Donc les employés sont toujours en grève. On va voir comment cette situation va perdurer ou trouver une solution. On a parlé de l'appel à mobilisation ce lundi 19 février devant la SMG-EAG concernant la crise de l'eau. Les associations de défense des usagers appellent à se mobiliser massivement. Et on a parlé de la réunion des planteurs, donc avec les maires et les députés concernant la situation financière un peu critique de ces planteurs. Aujourd'hui, on a reçu Marie Ogonet, Jacques Davila, Alexandre Buc. Effectivement, on a parlé de la question de l'eau et de cette manifestation qui a lieu lundi prochain. Roland Michel, le président de l'association régionale des cigales Caraïbes, est venu nous parler de ce mouvement d'investisseurs en direction des très petites entreprises. On a eu Jean-Claude Beaujour au téléphone sur la question, effectivement, de la question migratoire dans nos régions, ce qu'on appelle dans nos colonies. Et puis, on a eu aussi Grégory Titus, qui est encore là, sur la question de la canne et des agriculteurs, question compliquée et qui n'est pas en voie d'être résolue, mais enfin, on le verra après son retour à la foire de Paris. On ne fait pas la foire de Paris, mais ça me semble des agriculteurs qui se fait à Paris. Et puis, Kémy, ce soir, c'est toi qui avais pris le contact? Oui. Tout à fait. Elle avait pris le contact avec Kémy et qui a fait que Kémy est avec nous pour annoncer son meeting du 16 février, c'est-à-dire ce soir, autodétermination, panafricanisme pour le peuple guadeloupéen, ce sera à Sainte-Anne. Merci en tout cas à tout le monde, merci à tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en France et au Congo, au Bénin aussi. On nous regarde au Bénin, je le sais, et au Sénégal. Et puis on souhaite que le pays avance, et les pays avancent, les pays africains avancent aussi, et que le combat continue. Merci Kémy Ziba d'être venu ici. Réalisation aujourd'hui, Jordan, avec le soutien de Jennifer qui était à la réalisation avec lui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous lundi.